compte et tout. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur l'épisode 73 de Lift Talk et une nouvelle fois en bonne compagnie. Mais avant toute chose, je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, nous lâcher un 5 étoiles sur Spotify, Deezer. Euh, Vous rappelez également que nous sommes Lift Trainer, une entreprise de coaching dédiée au street lifting. Nous avons aussi à côté Lift Trainer Global, dédié à la formation des coachs en street lifting. On a ce podcast donc Lift Talk, on a Lift Trainer sur Instagram et la chaîne YouTube. Et nous avons également l'équipe compétitrice Team Lift Trainer. Et en dernier lieu, la marque Street Lifter d'équipements spécialisés en street lifting. C'était donc pour nous présenter, hein, vous avez l'habitude maintenant, je commence toujours par ça. Et donc aujourd'hui je suis avec Marie. Marie, ça a été assez complexe, entre gros guillemets, de trouver un créneau, parce que ça fait longtemps en fait qu'on veut faire un épisode ensemble. Et moi, comme je vous le dis souvent, le podcast, c'est un prétexte pour avoir des discussions avec les personnes que j'apprécie, qui m'intéressent, et où on peut échanger, on peut aborder plein de sujets différents. Donc Marie, moi ce que je te propose peut-être dans un premier temps, c'est te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est peut-être aussi ton parcours, et nous en dire un petit peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas. Avec plaisir, écoute, ouais, c'est vrai que ça a été un peu tumultueux ce podcast de l'enregistrer. Parce que quand tu as commencé à venir vers moi à ce sujet-là, bah, forcément, quand mes athlètes ne sont pas en compétition, moi je le suis et pas forcément dans le même sport. Donc c'était un peu tourmenté. Mais du coup, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, je sors d'un master en optimisation de la performance sportive à Paris. Donc avant ça, j'ai fait une licence TAPS, où j'ai fait pratiquement toutes les facs d'Île-de-France, parce que je suis passée par Champs-sur-Marne, après je suis allée à Bobigny, pour finir par Paris du coup. Moi, ça fait 20 ans que je suis cavalière, et à la base, j'avais toujours voulu un peu être dans le monde du cheval. Et un parcours un peu vraiment pas orienté force à la base. Et au final, la licence TAPS m'a vraiment orientée vers la salle, etc. Parce qu'il fallait que je m'y mette, peu importe le parcours que je voulais avoir. Et en fait, je me suis mise à la force en début L3 par là. Bon, en fait, c'était plutôt de la muscu, puis in fine, tu finis par faire des 1RM, choses comme ça, pour un peu voir où t'en es, puis tu te dis c'est vachement sympa. Donc, in fine, j'ai fini par faire ça. Et de bout en bout, je me suis retrouvée à entraîner en street lifting. Bah, pour ma première année, emmener un athlète au championnat du monde, et puis après, retourner au championnat de France pour une autre athlète, après, on en emmenait plusieurs, etc., etc. C'est à peu près mon parcours, quoi. Ok, alors ça commence quelle année là pour resituer chronologiquement la force? Ça commence en 2021. Ok, donc 2021, en gros tu découvres via tes études la Ouais. muscu, tu t'orientes très vite vers la performance, la force. Et donc après, moi ma question tout de suite c'est comment t'atterris dans le street lifting? Alors, moi, je suis située à côté de Villepinte. Villepinte, maison mère de la SWAT, maison mère de Ludo, Baki, etc., même s'il est plus trop là actuellement. Et de Inès, c'est la première personne à qui j'ai parlé, Inès Marius. C'est la Mhm. première personne qui m'a parlé, qui m'a accueilli à bras ouverts, qui me souriait, qui me disait bonjour. Et je la voyais faire des squats énormes, je la voyais faire des tractions et tout. Et tu te dis vraiment genre, ah ouais, le corps humain, il est vraiment capable de faire ça, mais en fait, il est hors de question que j'expérimente pas le truc sur moi, quoi. À l'époque, il y avait des cours collectifs à la SWAT, donc tu avais un espace dédié pour eux, et puis après, toi, il fallait que tu ailles de l'autre côté, mais entre parallèles, tu pouvais regarder un peu ce qu'ils faisaient, et du coup, de fil en aiguille, tu essayes dans ton coin, etc. Puis bah, tu te retrouves à progresser tout seul, et tu te dis, bah, je vais continuer là-dessus, quoi. Ok, ouais, donc ouais, c'est marrant ça. Et d'ailleurs, tu t'entraînes toujours là-bas maintenant? Je suis là-bas, et pour mes athlètes, je m'entraîne aussi à USCOF, d'ailleurs, il faut que j'y retourne, c'est impératif, là, cette maison me manque.
Et C'est on une a une question nouvelle de salle. survie, là. Ouais. L'ambiance, les gens, tout. Et on a une nouvelle salle qui a ouvert juste à côté de chez moi, donc ça me permet aussi d'élargir un peu mon champ de vision, voir si je peux trouver de nouveaux athlètes, dénicher des petites perles comme ça. Ok. D'accord, donc ouais, tu es toi en région parisienne et donc Ouais. tu alternes avec plusieurs salles. Et Luskov et Villepinte, c'est pas à côté, hein, je pense, hein, non Ah si, ou si, c'est... Si, c'est Uskov, à c'est côté? dans Villepinte, ouais. Ok. Ah C'est oui, à ok. 400 mètres. D'accord. Ah ouais! C'est D'accord. pas, on dirait pas, mais Ah, je pensais que c'est... c'était pas là. Ok, parce que moi, je suis jamais Non. allé là-bas, mais ok, d'accord. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi tous les athlètes, ils sont souvent là-bas, qui s'entraînent à Villepinte. Je comprends mieux. Et toi, alors, donc tu nous as expliqué un petit peu ton cursus scolaire. Et là, actuellement, est-ce que tu exerces, enfin, quel métier t'exerces, quelle activité tu fais? Bah du coup, en fin de master, je me suis mise à mon compte. Et j'exerce du coup dans la préparation physique spécialisée pour les cavaliers. C'est un peu niche encore, mais je sais que je peux y faire mon trou, trouver vraiment l'offre qui va un peu séduire le monde du cheval qui n'est pas du tout dans cette dynamique-là actuellement. Et après, j'ai l'autre versant où j'entraîne en force, en FA et en street, quoi. Ok. Donc, justement, alors tu vois, moi, il y a des infos que j'avais pas et c'est pour ça que c'est intéressant de te recevoir aujourd'hui parce qu'il y avait plein de trucs voilà, des zones d'ombre. Et donc, pour aussi, parce que je pense que les gens, ils font un petit peu plus le lien là au fur et à mesure. Et donc toi, aujourd'hui, qui notamment, tu t'es pas obligé de tous les citer, mais qui est-ce que tu entraînes en street lifting notamment? Donc j'ai Agathe Casanova, une athlète de moins 52 que j'ai emmenée aux France 2024 à Rueil-Malmaison. Mhm. J'entraîne Mathias Ray, que je vais emmener au France Espoir chez toi, à Nantes. J'entraîne aussi, j'ai eu quelques profils en réhab, mais qui ne sont pas des profils qui vont aller vers de la compétition. Vers de la compétition ou vers choses comme ça, c'est vraiment des athlètes que je trouve au fur et à mesure et qui viennent vers moi parce que j'ai un versant que j'ai un peu en réhab qui est adjoint à ma formation STAP où je me suis formée un peu en autodidacte, à acheter plein de formations, etc. Et après, j'ai Julien Capdeville, notre champion actuel en moins de 66, que j'emmène également en Allemagne. Et la femme que tu coaches en moins de 52, elle va aussi aller aux Europes, c'est ça, hein? Non, parce que Non, du coup, elle y va pas? non, il y a Céline qui est devant. Ok, Et de toute manière, elle a trop de problèmes actuellement au dos. Elle a trop de problèmes là pour pouvoir prétendre à faire quelque chose dont elle serait fière, quoi. Parce ok. au-delà de pouvoir y aller et dire je l'ai fait, on veut quand même en garder un bon souvenir et y aller pour avoir un souvenir mental, une belle perf, et vraiment ressortir avec les émotions et pas sortir en pleurs en disant j'ai pas sorti ce que je voulais, quoi. Ouais, ouais, Donc je il suis y a, déçu, quoi. ouais, il y a des priorités, elle sait qu'il faut bosser là-dessus, même si c'est reculer pour mieux avancer, quoi. Mais elle le sait. Et elle, d'ailleurs, c'est une super athlète bah, qui est un petit peu sortie de nulle part et qui Ouais. nous a fait un petit peu des dingueries là. Et je pense qu'elle a vraiment un avenir enfin, en tout cas, en moins de 52, elle a encore des trucs à accomplir. Ouais, Franchement, bien sûr. je Ouais. trouve qu'elle a un potentiel encore qui est inexploité encore, quoi. Enfin, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour les prochaines compètes, quoi. Ouais, bien sûr, moi Donc, aussi. donc en fait, bah, pour vous resituer aussi, Marie, bah, comment je l'ai connue, bah, là vous le savez, hein, je l'ai connue sur les compètes. Et bah, c'est vrai que quand on est sur les compètes, on peut pas trop se parler parce que on est dans le jus, voilà, on doit s'occuper forcément de nos athlètes et tout. Et donc bah, c'est marrant parce que on se voit partout, tu vois. On s'est vu en Allemagne, on se voit aux France, là je vais te revoir à Nantes, je vais te revoir aux Europes. Bref, en fait, on se suit avec Marie. Et C'est une puis moi connexion j'aime. mutuelle, quoi. On se Voilà, suit partout sans trop se parler, mais on se retrouve à chaque fois. voilà.
Et donc du coup, ouais, c'est hyper cool que tu sois là aujourd'hui, en tout cas. Et donc ouais, là, tu nous as retracé ton parcours. Qui est-ce que tu coachais? D'ailleurs, tu coaches combien de personnes là? Enfin, c'est quoi la proportion, par exemple, de streeteux, de power, de personnes dans l'équitation? C'est quoi un petit peu la répartition aujourd'hui? Alors actuellement, du coup, la dernière qu'il faut que je cite en street, c'est une qui va pas tarder à faire son petit bout de chemin aussi au premier pas à la FNSL, qui s'appelle Inès. Et donc j'ai 4 streeteux actuellement, peut-être un bientôt, qui est un peu en train de choisir sa voie. Actuellement, j'ai pas de power. Je, Parce que je pense que pour le moment, je suis plus désignée sur la branche street que power, même si j'ai les deux versants. Mais je cours pas après ça pour le moment, chaque chose vient en son temps. Et j'ai 3 prépas actuellement dans le cheval. Et sachant que j'aimerais bien avoir un versant aussi de formation dans ce monde-là, sensibiliser tous les moniteurs, tous les élèves, les cavaliers et les professionnels du monde des caisses, donc tous les soigneurs, les palefreniers, etc. Les sensibiliser à leurs douleurs qui sont un peu plutôt à se boucher la vue, fermer les yeux sur leurs douleurs et dire bah, c'est le métier quoi. Donc, Ok. Et l'équitation, ça, c'est un sport que tu pratiques toujours. ouais, Et je sais qu'il y a plusieurs disciplines, si je me trompe pas, dans ouais. l'équitation. Il y a Et plus toi, d'une tu fais vingtaine de un... disciplines. Ah oui. Et toi, tu fais quoi, du coup, en particulier? Alors, accrochez-vous, je fais du hunter. Le Ok. hunter, c'est un parcours d'obstacles qui est jugé sur l'harmonie que tu présentes avec ton cheval, où tu dois respecter un certain nombre de choses. Par exemple, tu vas avoir des transitions à faire, donc passer du galop au trot à certains endroits qui vont être délimités par des pots de fleurs, enfin ce genre de choses. Des contrats de foulée à faire entre certains obstacles, où tu vas devoir, à ta reconnaissance, donc ça veut dire 45 minutes avant ton échauffement, par là, tu as une demi-heure pour reconnaître ton parcours, où on va te dire à tel endroit il faut que tu fasses ci, à tel endroit tu dois faire ça. Et après, c'est noté sur un papier où tu as du coup 40 points sur tes contrats, ce que la personne qui a fait le parcours t'oblige à faire. Et après, tu as des nombres de points sur toi, comment tu as été à cheval. Est-ce que c'était joli à regarder? Est-ce que ta position à cheval, elle est belle? Est-ce que c'était harmonieux? Est-ce que tu es discret quand tu agis? Et après, c'est est-ce que le cheval a été régulier? Est-ce que tu as toujours des jolis abords? Donc, est-ce que ta parabole de saut, elle est jolie? Enfin, voilà, c'est un ensemble de critères là-dessus. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que il y a comment dire, des skills en fait qui sont transversales de l'équitation au streetlifting par exemple? Est-ce qu'il y a des trucs que tu arrives à transposer dans le streetlifting en tant qu'athlète équestre, mais aussi en tant que formatrice et coach? Alors, sur l'aspect physique, ce qui est vraiment dans le transfert, c'est le squat. Vu que j'ai un très très bon équilibre et que je suis vraiment ancrée dans mes pieds, j'ai pas de problème. J'ai une très bonne flexion de cheville, j'ai une très bonne mobilité de hanche. Là-dessus, j'ai pas de problème à me poser. Ce qui est aussi transférable en FA, c'est le terre. Parce que du coup, toute la force et l'équilibre, enfin, le pattern est un peu le même, même si du coup à cheval, t'es toujours en instabilité parce que t'es sur des étriers, y a ça de mon pied qui repose sur l'étrier, quoi. Donc c'est pas du tout la même surface, mais t'as un vrai transfert de force ouais, qui se fait du cheval à l'AFA ou au squat pour le street lifting ou l'AFA, quoi. Ok. Et je En connaissais boxant, c'est pas du plus. tout là ce que tu décrivais là, donc Hunter, Ouais. ça s'écrit comme en anglais avec un Ouais, H? ouais, ouais, ouais. En fait, à la base, c'est anglais le hunter et ça vient de la chasse à courre, quoi. Ça a Ok. évolué avec le temps. Bon, il n'y a plus de chiens hein, sur la piste hein, quand je monte. Il n'y a plus de chiens, il n'y a plus de trompette, il n'y a plus de folklore. Ok, donc c'est vachement élaboré comme truc. Ça demande de la mémoire, enfin ça demande plein de qualités en fait, au-delà de savoir manipuler un cheval quoi. Ouais, après, je pense que t'as pas beaucoup de cavaliers dans tes auditeurs, mais
Au-delà de nous, moi ça fait 15 ans que j'enregistre des parcours pendant une demi-heure et que je les retiens et que certains je suis encore capable de te les remémorer, tu vois. Ah C'est de oui, la mémoire à d'accord. court terme qui au final devient de la mémoire à long terme, quoi. Ouais, ok. T'as des parcours qui marquent plus que d'autres. Donc, ok. Tu vois, il y a plein de trucs que j'apprends là sur toi, hyper intéressant. Donc là, bientôt, il y a les Europes, donc c'est le 2-3 novembre. Ouais, c'est ça. Euh, donc là, tu accompagnes Julien. Ouais. Comment ça se passe d'ailleurs? Là, il se situe où au niveau de la prépa? Comment il se sent? Comment il aborde la compétition? Alors, on avait fini les mondiaux sur une note un peu amère parce que on était dans une période un peu d'entre-deux où il y avait des problèmes au dos, c'était pas réglé, la période de squat c'était un calvaire. Donc on a fait les championnats du monde 2023 en faisant qu'un seul squat par choix pour ne pas finir éliminé et pour garder cette deuxième place. Donc chose qu'il a réussi et encore bravo à lui. Et cette année, on avait arrêté le squat après FNSL 2023. Final Rep 2023, on avait arrêté le squat quelques temps en remplaçant par du renfort, full renfort ou du front squat. Et on avait pris rendez-vous avec un très très bon ostéo qui nous a accompagnés, vraiment un suivi formidable. On a pu reprendre le squat en décembre ou janvier 2024. Et là, ça a été exponentiel. Parce que les barres qu'il avait sorties à Final Rep 2023, elles passaient d'un claquement de doigts. Et du coup, là, quand on est arrivé à FNSL 2024, le squat avait explosé. On n'avait pas trop pris de risque parce qu'on jouait vraiment le 12 sur 12. On voulait se faire plaisir parce que c'était la remontée sur le plateau avec vraiment des bonnes ondes. On voulait arriver frais comme un gardon. Et c'était génial. Donc on a juste eu malheureusement son mouvement phare. On a eu la dernière dips qui n'est pas passée où on voulait titiller un peu tout le monde en jouant le record du monde. Mais bon, c'est que partie remise. Et là, ça se passe très très bien. Très très bien. On est dans l'avant-dernier bloc qui dure 6 semaines. On est sur un entre-deux de charges très très lourdes et de l'autre un peu du technique pour toujours revenir sur nos bases parce que mine de rien, on avait arrêté quand même 2 mois et demi de squatter, donc il faut toujours consolider ces bases-là pour déjà entretenir le dos, entretenir le pattern. Donc on est vraiment sur ce juste milieu-là entre conserver un niveau de force stable, voire croissant, parce qu'on cherche toujours ça sur une échéance pareille, et tempérer le dos, tempérer tout ça, et après tout le reste en tirage, on se prononcera pas trop, mais c'est de très bon augure, et en dips aussi c'est de très très bon augure. Ouais, donc sur une phase de transition actuellement. Et tu peux nous dire un petit peu justement quel perf il avait fait au mois de juin à la FNSL nationale. Ouais, carrément. Du coup, on a fait muscle up à 26-25, une traction à 73-25. Dip, c'est le record de France quand même, donc on est peu fiers. C'est 131-25 et un squat à 195. Et ça fait un total à combien ça? Ça fait 426 et demi, il me semble. Ok. Ouais. Et c'est le plus gros total qui a jamais été fait en moins de 66? Tu sais ça? Non, il y a Ashura qui avait fait 442 Ok. aux mondiaux. Mais Ouais. on arrive. On arrive. Ok. Ah ouais, ouais, ça se tire la bourre très très fort là. Ouais. C'est Ok. pas. Y a rien de méchant, il n'y a pas d'animosité. Ah bah non, non, non. Bah, de toute façon, il y a quand même plutôt Faut une qu'ils se bonne tirent vers le ambiance. haut tous les deux. Et du coup, Ashura, il les fera pas les Europes cette année, hein, il me semble. De ce que j'avais cru comprendre, ouais, parce qu'il n'a pas fait de Ouais, ouais, qualification c'est ça. Ouais. pour aller aux Europes. Et puis de toute façon, il avait fait une sacrée descente de ce que j'avais cru comprendre après Final Rep en Ok. 2023. J'ai pas plus de nouvelles que ça. Ouais. Ok, donc on sait pas trop. Peut-être qu'il reprendra la compétition, mais pas pour l'instant en tout cas, quoi. Monde 2025, hein, je
je pense qu'il sera là, hein. Ouais, alors du coup, justement, par rapport à ça, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il faudra avoir obligatoirement transitionné par les championnats d'Europe ou les championnats de France seront, donc 2025, seront qualificatifs pour les championnats du monde? Est-ce que tu as l'info par rapport à ça? Parce que même moi, en fait, je me suis jamais trop posé la question. Bah, j'avoue que je me suis pas posé la question non plus, mais ça me paraît très bizarre que les Europes soient une plaque tournante pour les mondes, étant donné que c'est le seul championnat continental. Parce que Hmm. si tu passes au monde, mais que tu t'as pas de nationalité dans le continent européen, bah, c'est un peu. Si t'es en Uruguay, bah, par exemple, Ouais, bah, je sais pas ok, trop donc. Ouais, comment bah va se si, dérouler bah cette sélection. je pense que en réfléchissant de manière logique, là, comme tu l'as expliqué, je pense que ouais, les championnats de France 2025 seront eux qualificatifs pour les championnats du monde. Et là, c'est uniquement les championnats d'Europe. Donc, je pense que ça sera comme ça. Mais en fait, je me demandais aussi si, par exemple, certaines places Ah aux oui, Europes j'allais te faire la même réflexion. pourraient assurer une qualification au Ouais. monde. Je sais pas trop. Bah, Euh, c'est la question que je me posais, étant donné que nous en France, on qualifie d'office le champion de France pour la prochaine échéance française. Est-ce que les champions d'Europe seront pas sélectionnés d'office pour les mondiaux? hmm. Après, bah, forcément, c'est pas forcément. Et s'il n'y a pas d'autres championnats continentaux, ça laisse pas trop. Enfin, c'est pas forcément équitable, je trouve, face aux autres continents. Donc ça veut dire que tu prends une place, mais que eux, ils ont pas une place attitrée, sauf si tu prends par rapport à une qualification nationale qu'ils auraient eue. Donc c'est-à-dire que tu aurais les qualifiés d'office de Final Rep 2024 Europe et après des qualifiés d'office bah, aux nationaux, quoi, mais Mhm. des autres Ok. continents. Ok, bah de toute façon, ça, c'est un truc qu'il faudrait voir. Ok, ça marche. Euh, d'accord. Euh, je pense que on a fait le tour là par rapport à tout ça. On pourra y revenir dans tous les cas. Et maintenant, je vais te poser pas mal de questions. Ça va être des questions assez diverses. Et je vais commencer par te poser une question que j'avais abordée dans un podcast qui sortira pas maintenant. Mais qu'est-ce que tu penses, et on rentre dans le dur tout de suite, qu'est-ce que tu penses euh, alors là, tu vois, nous, on était en tant que coach au championnat de France. Ouais. Et donc, on avait des athlètes qui étaient en tant qu'athlètes. Mais nous, on n'était pas athlètes à côté. Est-ce que tu penses que, en fait, un coach qui est aussi athlète en même temps lors de la même compétition que ses athlètes peut être objectif et qualitatif sur le suivi de son athlète durant la compétition, une objectivité, enfin un regard, on va dire, frais sur ce qui se Ouais. passe. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est peut-être on peut arriver à allier les deux? Est-ce que avec une bonne gestion, on pourrait faire sa propre compète et gérer la compète d'un athlète de son athlète? Et alors ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, parce que oui, je rajoute une petite difficulté, est-ce que aussi le fait de, par exemple, déléguer la tâche de la gestion de match à un ami ou quelqu'un, une tierce personne, on va dire, est aussi, comment dire, pertinent, bien sûr, que le coach qui t'a suivi pendant des mois et des mois de préparation. Je te laisse répondre. D'accord. Alors déjà, moi, j'ai jamais pris l'opportunité de faire une compétition en parallèle de mes athlètes. Déjà, ceux qui arrivent, je leur tire mon chapeau parce que mentalement, moi, je suis pas capable de me dire, je suis pas capable d'être partout pour le moment. Donc, moi, je serais pas capable pour le moment de faire une compétition où j'ai des athlètes qui participent, surtout le même jour. Je pense que par contre, en termes d'organisation, si tu as ton match personnel le samedi matin et que tu gères le dimanche, si tu as une bonne gestion de ton après-midi, te redescendre, de te remettre dans ta bulle,
de jouer sur tes deux versants pro et perso, parce que vraiment ta compétition à toi c'est personnel, hein. Tes athlètes ils vont te regarder, ça aura peut-être un impact sur ton monde professionnel parce que on aura vu tes performances, tu te seras exposé en public, t'auras peut-être un retour là-dessus, tu vois, au niveau professionnel. Par contre, je pense qu'il ne faut pas que ça empathise sur les gens sur qui tu veux construire quelque chose et sur qui eux te reposent sur toi, quoi. Moi, je serais pas capable, déjà, de faire ça, et deux, moi, je pense que je serais pas capable de déléguer tout court à un ami ou quoi. Déjà, personnellement, parce que j'aime ce que je fais, et en fait, je pense que j'ai des athlètes qui, si j'ai pas la main dessus, même s'il y a la feuille de match ou quoi, et que la feuille de match elle est préparée, et que c'est 3-4 jours avant, en mode, c'est ces options-là qui sont possibles, je pense que s'ils ont la main, ils vont se dire toi tu te tais et moi Ouais. je vais donner mon truc, quoi. Ouais. Donc je pense que là-dessus, j'aime bien les cadrer, j'aime bien les avoir autour de moi et ceux que j'ai actuellement, je sais que certains ça les rassure de me voir moi gérer déjà en warm-up, parce que si même si tu mets un ami à toi, il connaît pas les gammes montantes, il suffit qu'il connaisse pas que tu es un élève qui est besoin d'être rassuré sur certaines choses ou quoi, de regarder certains détails dont toi tu as l'habitude et que tu es ton ami ou n'importe qui regarde de manière globale. S'il te pose la question après, par exemple, genre, est-ce que j'ai levé les talons, est-ce que la respiration que j'ai faite, est-ce que le brace que j'ai fait est bon, s'il a regardé ton squat dans la globalité et qu'il s'est pas posé la question là-dessus, t'auras beau dire oui, mais bon, si ton oui, il n'est pas assuré avec des arguments derrière, tu commences bien ton warm-up, quoi, tu vois, tu te dis bon. Non, moi, je pense que je serais pas capable pour le moment de déléguer. Parce que déjà, en plus, surtout, alors, je vais prendre l'exemple d'Agathe. Agathe, je l'ai encadrée sur FNSL 2023 et 2024. 2024, je pense que elle n'aurait pas laissé quelqu'un d'autre faire son match. Parce c'est une nature déjà très anxieuse. Donc je pense que si tu changes le cadre qui est créé, la bulle que tu leur crées, etc. autour d'eux, je pense que c'est ni lieu ni le moment pour leur apprendre ça, quoi. C'est comme si tu détournes un peu le sujet, ça ne viendrait pas à l'idée de changer ton matériel le jour de ta compétition. Et entre guillemets, ton coach, c'est un peu ton matériel aussi. D'une certaine manière, si tu le vois comme ça, quoi. Ouais, exactement. Bah, ça, je suis assez d'accord avec toi, hein. Et ouais, je trouve que t'as dit des trucs intéressants. Et je pense que, en fait, rien n'est impossible. C'est-à-dire que, effectivement, il y a quelqu'un qui peut vous assister ou même vous remplacer. Mais en fait, la personne, elle doit avoir tous les éléments en sa possession. Et ça veut dire une préparation en amont et pas Tout à fait. on arrive le jour J, tiens mon athlète, tiens, je te le Cadeau. donne. Je pense que c'est un truc où, par exemple, une semaine, 2 semaines en amont, peut-être que la personne qui va s'occuper de l'athlète en question, elle prend connaissance de tout, où on est l'athlète, etc. Et c'est un dialogue, en fait, c'est un vrai taf, hein, entre le coach et la personne qui va gérer le match à sa place. Et donc voilà, et c'est vrai que moi en fait c'est ce que je disais, c'est que je trouve aussi tellement dommage. C'est en gros un investissement qu'on a fait sur un athlète et l'athlète l'a fait aussi sur nous quelque part et sur lui bien évidemment. Et en fait pour moi je serais frustré et je pense que c'est aussi ce que tu voulais dire. Je serais frustré de ne pas pouvoir gérer le match en fait. Je me dirais bon, déjà, je déroge un petit peu à mon rôle de coach parce que bah, l'athlète, si, on va dire, il fait appel à moi pour ça aussi, pour que je sois là. Et si je suis pas là, bah, c'est un petit peu un gâchis parce que on a construit un truc et je suis même pas là pour le voir en fait. Donc, parce que bah, je pense que bah, toi aussi, hein, et je te vois parce que bah voilà, hein, tout le monde s'observe et tout, mais que tu vis aussi des moments hyper forts en tant que coach, des fois même peut-être
plus fort, je sais pas, qu'en tant qu'athlète, tu vois, c'est vraiment, surtout quand t'en as beaucoup, ou t'en as quelques-uns, quoi, c'est beaucoup d'émotions en peu de temps. Ouais, je trouve ça juste dommage, quoi. Mais ouais, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que bah, je me posais aussi moi la question, est-ce que c'est possible ou non, ou voilà, comment faire si par exemple on peut pas être là, ou voilà. Ok, Ah, après, je me permets de continuer là-dessus, mais tu avais eu un peu ce débat avec Lino et sur un podcast que tu avais vu avec lui. Alors, le ouais. numéro, me le demande pas, je suis incapable de le dire, je sais que c'était Lino. Je le reconnais à sa petite tête très solaire et son petit sourire. Lino, c'est ma découverte de juin 2024. Je l'avais jamais vu en vrai et c'est un rayon de soleil. C'était vraiment avec une Lino, passion. si tu nous écoutes, Ouais, tu es notre rayon de soleil, Lino. ouais, vraiment. Et non, mais j'avais trouvé très intéressant aussi ce qu'il disait sur le fait que, au-delà de l'aspect vraiment psychologique, en fait, moi, quand je prends aussi mon versant de cavalier et quand tu prends ton versant de n'importe quelle pratique ou quoi, euh, à partir du moment où tu as quelqu'un qui paye un service et une prestation et que dedans tu inclus le fait que tu te déplaces et que tu fournis tes services en compétition, tu es censé Hmm, pleinement pouvoir gérer ça. ouais, Alors, ouais, honorer tout tes à fait, services, quoi. Hmm. c'est ça. Et après, malheureusement, quand tu es athlète et coach, je pense que des fois c'est compliqué de faire la part des choses quand tu es jeune parce que c'est vraiment le climax de ta carrière, quoi. Donc après, quand tu arrives un peu plus mature, est-ce que tu décides de prendre qu'un seul versant parce que ta carrière te prend plus de temps et que tu veux t'y consacrer pleinement, c'est ton choix, hein. Personne ne pourra te blâmer si tu préviens tout le monde. Ou est-ce que tu préfères prendre le versant de coach et à ce moment-là te servir de ton expérience? Les deux sont possibles, mais c'est que je peux comprendre aussi le fait de faire un choix. Mais après, quand l'emploi du temps s'y prête, comme par exemple un samedi matin, dimanche matin, mais c'est vrai que maintenant, vu qu'il y a des matchs qui sont regroupés, il suffit que tu sois un homme en moins 66 et que tu coaches en moins 73, bah, la probabilité pour que vous passiez ensemble, elle est Hmm. immense, quoi. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette question. J'enchaîne tout de suite avec ma deuxième question, qui sera beaucoup plus courte. Est-ce que remplir sa catégorie en street lifting, c'est intéressant? Pas forcément, je pense. Pas forcément. Ok. Dans Et si je prenais alors un petit peu, je m'éloigne un tout petit peu du street lifting, est-ce que en powerlifting, c'est intéressant de remplir sa KT? Ouais, Ok. ouais, parce Et que alors, la pourquoi différence, c'est tu vois, intéressant en la power et différence, pourquoi c'est pas intéressant en street? la différence, je pense qu'elle est liée au poids du corps, tout simplement. Parce qu'en street, tu te portes. En power, tu te portes pas. En power, tu portes des barres. Voilà. C'est-à-dire que il y a un moment, en power, si tu as un petit peu de gras dans le dos pour t'aider à porter ta barre, c'est pas mal. En street, si tu as un peu de gras pour porter ta barre, c'est pas mal, mais ton gras, faut le porter sur ta traction. C'est deux sports qui ont vraiment la même tâche objectivement. Tu peux définir le sport de la même manière, mais tu définiras pas pareil les mouvements. Par contre, la composition corporelle de ces deux sports n'a rien à voir. La demande physio est pratiquement égale à un mouvement près, du coup bah, tu rajoutes trois fois un mouvement. Par contre, ça ne demande pas forcément la même vitesse d'exécution, ça ne demande pas les mêmes contraintes sur les mêmes articulations. Euh, ouais, le poids pour moi, c'est pas. T'es pas obligé de remplir ta KT quand tu fais du street, quoi. Je pense que Mhm. déjà, si les premières compétitions, pour moi, déjà, si tu veux y aller, faut même pas te prendre faut même pas te prendre le chou sur ton poids. Ouais. Tu y vas avec le poids auquel tu es habitué en entraînement. Tu y vas, pas les mains dans les poches, c'est pas ça qu'on te demande, mais tu y vas avec le poids auquel tu es habitué à travailler. Parce que c'est ça qui va te rassurer et te mettre dans une zone de confort pour ta première compétition et te dire après, ok, bah j'y retourne. Et après, t'investir de plus en plus souvent et de plus en plus intensément, que ce soit sur la diète, que ce soit sur les entraînements, quoi. Mhm. Mais pour moi, Ok. bon, après, si tu veux aller chercher un RIS, c'est sûr que si tu fais
Si tu vas en moins de 73 et que tu fais 70 kilos, c'est sûr que c'est plus intéressant, tu as plus de chance. Mais est-ce que quand c'est ta première compétition, c'est vraiment intéressant et maintenant, quand tu es sur le niveau élite, tu n'es même pas sûr d'être le plus bas parce que tout le monde cherche est à peu près dans les mêmes intervalles de poids, quoi. Donc, je dis pas que le risque c'est toi et ta chance, mais le risque c'est déjà c'est toi et ton niveau et toi au regard des autres catégories, quoi. Donc après Mm. c'est encore un autre débat, Ouais. Ouais, bah, de toute façon, je suis totalement d'accord avec toi, hein, que la composition corporelle, elle va être beaucoup plus impactante en streetlifting qu'en powerlifting. J'irais même, moi, un petit peu plus loin en disant que le streetlifting est plus exigeant que le powerlifting et par conséquent aussi moins accessible. Et on pourra y revenir ensuite, mais ça crée quelques limitations dans ce sport-là. Je parle du streetlifting. quoi. Et, et effectivement, deuxième chose très intéressante et que je suis obligé de souligner, c'est aussi quand tu dis très justement que quand vous êtes débutant, ne vous prenez pas la tête avec ces optimisations de catégorie de poids. Voilà, vous faites 15 kilos, donc vous êtes entre 2 KT, et bah vous êtes en moins de 80. Vous prenez pas la tête à descendre en moins de 73, même s'il y a 1 kilo et quelques près. C'est votre première compétition, et même, je dirais, avec un an, enfin quand ça fait un an que vous vous confrontez à la compétition, il n'y a même pas lieu pour moi, même si c'est votre troisième compétition au cours de l'année, de se prendre la tête avec des optimisations de KT. Je pense que ça vient beaucoup plus tard que ça. Moi, je pense à justement, on parlait de filles. Je pense à Ludivine Mhm. qui était en moins de 57 jusqu'à très récemment. Et en fait, on a optimisé sa KT et maintenant elle est en moins de 52. Et c'est pas sans conséquence qu'elle est en moins de 52. C'est vraiment maintenant de l'optimisation. On cherche vraiment les derniers pourcents. C'est pas non plus confortable pour elle. Ça demande encore plus d'efforts, etc., etc. Et cetera. Et ça peut exposer d'ailleurs aussi à plus de problèmes, notamment des blessures, forcément. Parce que quand on se place en déficit, on est plus sensible bah, aux blessures, à un tas de choses. Même tomber malade, hein, c'est tout de suite plus simple quand vous n'avez pas l'apport calorique adéquat. Donc je pense que, en fait, parce que mon discours, j'axe le truc vachement là-dessus parce que pour moi aussi, il y a un côté préventif et un côté tout n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que le fait d'optimiser une KT, ouais, ok, d'accord, on dit ça comme ça, mais va y avoir des répercussions derrière en fait. Ah, C'est c'est aussi clair. c'est aussi un choix. Donc, parce que des fois, ça paraît facile dit comme ça. Enfin, ouais, je vais descendre dans tel truc. Ouais. Ok, pourquoi, comment, dans quel but? Enfin, je pense qu'il y a des questions avant à se poser. Donc voilà. Ok, d'accord. Et moi, je vais Euh, même rajouter une anecdote par rapport à ça. Je vais rajouter l'anecdote de Julien qui a fait sa première diète quand il a fait FNSL 2022. Et à ce moment-là, il était un peu gras, on va pas se mentir. Il touchait les 70, 71 kilos. Et la diète qu'il a fait, on l'a senti aigri. Donc c'est pour vous dire à quel point l'importance de votre nutrition a un impact sur vos hormones, votre sens, votre, votre humeur de la journée, etc. Mais une diète, ça change votre quotidien, ça change votre perception du monde, ça change votre perception du discours des autres. Vous êtes aigri, vous n'avez pas envie de rigoler, parce qu'on vous a supprimé votre chocolat du matin. Donc il faut trouver des alternatives, etc. Enfin, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a vraiment un versant que les gens ne voient pas, ne soupçonnent pas. C'est comme le fait de faire des watercuts à tout va. T'entends les gens qui font des watercuts, les gens ils se filment en train de faire des watercuts dans des petites tentes Quechua qu'ils ont imbibées où t'as juste la tête qui sort. Mais en fait, un watercut, normalement, c'est censé être encadré par des médecins. C'est censé être vraiment encadré
vraiment, il y a quand même des risques de mort. Il y a des gens qui meurent de water cut parce qu'un pourcentage, le pourcentage létal de déshydratation, je crois que c'est même pas 10%, je crois. Je crois que si tu te Ouais. déshydrates de 7 ou 8%, c'est vraiment dans des risques Mm. lectaux. Donc Euh, c'est- c'est vraiment pas à prendre à la légère, quoi. Et ouais. encore plus quand tu fais de la prévention sur les débutants qui font. Maintenant qu'en plus on a plus de compétitions qui se développent en France où elles sont accessibles, il n'y a pas forcément de minima et tu peux t'inscrire juste pour voir ton total et te faire plaisir. Si tu en fais deux ou trois comme ça dans l'année, mais il faut même pas se prendre la tête avec ça. Même pas se prendre la Mm. tête avec la balance. Ouais, alors, ouais, putain, alors la water cut, j'avais pas prévu d'en parler, mais je pense qu'on peut prendre un petit peu de temps pour développer le truc, mais Je suis pas une grande c'est spécialiste, hein, mais c'est clair. Bah, moi, ça serait plus sur l'aspect préventif et danger du truc, parce que là, encore une fois, et là, donc de manière, je dirais, un petit peu plus grave, c'est des fois abordé avec légèreté. ah oui, tout à Oui, fait. oui, une water cut. Enfin, en Ouais, c'est ça. gros, Ouais, j'ai 2 kilos à perdre, ouais, ouais, bah, c'est pas grave, water cut quoi. Water cut, c'est pas grave. ouais, voilà. Ouais, ouais, en gros, c'est la. Et des fois, d'ailleurs, ce truc-là, ouais, en fait, moi, c'est pour ça que je milite un petit peu là-dessus. C'est que je suis toujours partisan du long terme, toujours partisan de cette vision-là, et puis de prévenir. Et je dirais que c'est pour moi des fois une option de facilité choisie pour certains athlètes Tout à fait. euh, parce que je pense qu'il y aurait des stratégies de rééquilibrage alimentaire à mettre en place déjà en amont qui seraient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus santé également avant de penser à ces questions de water cut. En Tout à fait, des fait. fois, t'as des athlètes, je sais pas, moi, je raconte une connerie, avec des body fat à 18%, je balance un chiffre, qui parlent de water cut. Enfin, je parle plutôt là en street lifting. Euh, Bah déjà, peut-être il y a d'autres choses à faire avant la water cut, quoi. Et des trucs en plus qui seraient plus faciles, plus santé, plus tout en fait, qui serait plus positif sous tous les aspects. Donc ouais, water cut. De toute façon, je trouve que quand même, ça reste quand même vachement anecdotique encore en street lifting. Je sais pas ce que t'en penses comparé au power. Au power, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus démocratisé. Ouais, Mais après, je pense qu'il faut prendre toute proportion relatée, tu vois. Quand tu hmm, compares aussi le nombre oui, de licenciés en power et le nombre d'athlètes qu'on est incapable actuellement de répertorier en street parce que bah, on n'a pas de moyens de licence, on n'a rien là-dessus. Euh, Proportionnellement parlant, forcément, ça reste un peu plus dissimé, parsemé, etc. Mais quand tu rentres dans les compétitions enfin, moi, je vois Final Rep où les pesées sont aussi la veille. Alors ça, c'est vraiment un truc pour moi qui n'a rien à ouais, faire là aussi. ouais. Ça, D'ailleurs, je c'est pas pense possible, quoi, tu vois. Tu peux pas qu'on arriver peut. la veille de ta... Enfin, du coup, la veille Ouais, de ton match, te dire water cut, et après, en fait, le soir, bah, t'es une éponge à eau, quoi. Tu vois, tu cherches le moindre gramme d'eau, le moindre gramme de sel pour pouvoir faire un peu de rétention, garder, manger. Et je suis d'accord ouais, avec toi aussi sur le rééquilibrage alimentaire. Et après, je parle aussi du côté féminin, mais un water cut chez les hommes et chez les femmes, c'est pas ouais, pareil. C'est pas pareil où t'en es dans ton cycle menstruel, tu feras pas pareil, ça te passera pas pareil. Enfin, t'es jamais à l'abri hmm, de quoi que ce soit. ouais. Et ouais, tu disais un truc sur lequel je voulais rebondir aussi, c'est Les licences, pourquoi, non, pourquoi en France, maintenant, on va dire, on a dit que les pesées se feraient le jour de la compétition. Et bah, je vais vous dire pourquoi en partie, parce que ça a été un débat. C'était justement pour ce côté-là, ce truc de pas inciter les gens à faire des water cuts, à faire des gros déficits hyper agressifs et tout. C'est plus pour un aspect prévention. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, bien sûr, aussi, c'est pour un aspect, on va dire, organisationnel. Forcément, c'est plus simple de le faire le jour même. Parce que si vous le faites la veille, ça sous-entend qu'il faut déplacer du staff, mobiliser du staff pour accueillir les athlètes pour leur peser. Donc, mais ça, sachez que en France aussi, c'est fait comme ça pour ça.
Voilà. Je voulais Bah, moi, juste j'ajoute le quelque chose préciser. aussi, c'est que là, au moins, en France, on a une pesée aussi qui est unique. C'est-à-dire qu'à Final Rep, tu proposes des pesées la veille et le matin. Hmm. À quel moment tu pars sur, la même base d'équité, quoi? À quel Ouais, moment? C'est-à-dire, ouais. alors je souhaite pas qu'il y ait d'athlètes qui arrivent le jour J ou vraiment le soir à la veille de sa compétition. Mais si t'as un mec qui s'est pesé, ta pesée elle est ouverte 2h30, je crois que t'as un créneau de 2h30. Si t'arrives à 18h et le mec qui s'est pesé à 20h30, déjà c'est plus pareil. Enfin, le créneau n'est plus pareil. Mais si tu Hmm. pèses le 18 et que l'autre il se pèse le 19, bah, c'est déjà plus pareil aussi, quoi. T'es plus sur la même base. Et Yes. c'est dommage. Donc ne faites pas de watercut les gars et les filles aussi. Euh, Petite question également, alors là encore plus courte. C'est quoi les différences entre le déload et un taper, Marie? Entre le déload et un taper. Un déload, déjà, Ouais, un déload, tu peux déload au volume ou tu peux déload à l'intensité, ou les deux. Et un taper, pour moi, c'est vraiment. C'est même pas un déload, mais tu vas conserver carrément tes intensités. Moi, tous les renfos, hormis renfos de douleur ou quoi que ce soit, ou de restrictions de mobilité qui sont pas possibles de skip jusqu'à la compétition, ceux-là tu les gardes, mais tout le reste ça vire. Tu gardes vraiment l'essentiel pour pouvoir te concentrer sur ton mouvement type, ta gamme montante, parce que pour moi un taper c'est une gamme montante constante, quoi. Tu t'arrêtes un moment à faire tu fais 5 de rep et après tu t'en fais plus qu'une. Tu cherches même pas à comprendre ce que tu vas faire autour. Tu t'économises à fond pour pouvoir mettre ta rep de ton taper, quoi. Et pour moi, un taper, hmm, c'est pas forcément ton opener de ouais, compétition. Un ok. taper, pour moi, tu peux le finir à 10-15%. Et déjà, le psychologique aussi entre un taper et un déload, ça n'a rien à voir. Ouais, donc en gros, pour vous synthétiser le truc, c'est que le taper, en gros, on est ultra spécifique. C'est un travail pré-compétition. Et le déload, en fait, il peut s'appliquer en gros à n'importe quel moment. Et il sous-entend pas non plus enlever les assistances. Je dirais même bien au contraire Ouais, totalement, ouais. sur un déload. Donc voilà un petit peu les différences. Parce que des fois, il y a des petites confusions entre ces trucs-là. Je vais te poser encore une autre question, c'est pour toi, c'est quoi le bon moment pour se tester pour un athlète? Tester sur CRM, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Alors, ça dépend aussi à qui tu t'adresses, en tant que débutant ou en tant que confirmé. Peut-être qu'on Si tu... fera on fait les deux Ouais, exemples. ouais, si tu veux. Pour moi, un débutant, tu cherches même pas. Si t'as moins de 6 mois de pratique, ça sert à rien d'aller chercher un RM. Il faut construire. Il faut construire, construire, construire. Et de toute Et façon, alors, tu verras bien au fur et à mesure de tes séances, quand ton entraîneur il va chercher à diminuer progressivement le nombre de reps, qui va t'amener vers un triplé, même ne serait-ce que faire un quadruplé ou chose comme ça, tu vas déjà un peu sentir vers quoi il t'amène. Et ça, pour le coup, je pense que si tu es coaché avec vraiment quelqu'un qui t'encadre bien, il saura le moment opportun physiquement et psychologiquement. mhm. Mais pour moi, et, que, et il y a pas comment nécessaire de tester avant 6 mois, quoi. Si t'as pas... comment justement t'amènes ça d'une manière pédagogique pour faire comprendre aux débutants, hommes ou femmes, que justement là c'est pas le bon moment, il faut construire et ça peut parce que ça peut être extrêmement frustrant pour quelqu'un qui par exemple rentre dans la discipline quoi. Ça fait quelques mois qu'il s'entraîne. Et, bon bah lui il voit des PR tous les jours sur Instagram. Il comprend pas trop comment ça se fait qu'il doit pas faire des tests, enfin en tout cas pendant 6 mois quoi. Moi, j'aime bien prendre des métaphores sur d'autres sports. Par exemple, si tu crois qu'un marathonien il court un marathon tous les jours, bah tu te trompes. Si tu crois qu'un sprinter il fait du 100 mètres tous les jours, c'est faux. Et si tu crois que la pyramide en Égypte elle a été montée par la dernière brique avant la base, bah tu te trompes aussi, quoi.
c'est un peu, je préfère passer par des métaphores annexes que parler comme ça, parce que souvent les gens qui font du street ne sont pas comme toi et moi, des personnes qui vivent de ça. Et du coup, il vaut mieux passer par des métaphores et de la pédagogie annexes. Et les gens tout de suite ils se disent ah ouais, pourquoi pas en fait. Mais on n'apprend pas à courir avant de marcher, quoi. Donc, C'est plutôt dans ce sens-là que je l'amène. Et après, ok. il faut que tu amènes un raisonnement scientifique aussi, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas arriver et faire un RM tous les lundis parce que tu l'as décidé. Ton corps, il est pas prêt à faire ça. Et puis, techniquement, t'es pas adapté à faire ça. Tu n'apprends pas à écrire au stylo plume avant d'avoir appris à écrire au crayon de papier. Non mais c'est vrai, tu peux pas sortir une technique comme ça entre le risque de blessure, le risque que tu te retournes la barre, que la barre elle te retombe sur le dos, que la barre elle te scalpe le crâne. Enfin, il y a vraiment des risques qui sont pas mesurés dans les salles de sport. Au-delà du street, il y a vraiment des gens qui prennent des risques Mm. quotidiens, quoi. Et en fait, si tu prends un coach et que t'es débutant et qu'il te fait tester de 5 RM dès le début, bah change, genre fuis. Genre vraiment, si tu trouves quelqu'un qui te dit ouais, je voudrais commencer le street, ou imaginons tu as des petites perfs, par exemple, genre tu fais une dips à 60, tu fais une dips, tu fais un 5 fois, tu fais 5 reps à 70 kg, etc. Et qu'il te dit ok, on teste tes 1 RM, vraiment fuis. Fuis parce qu'en fait, normalement, avec les perfs que tu lui as dit, que ton entraîneur, tu as dit, donne-moi tes perfs actuellement, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps, qu'est-ce que tu as ressorti, de quoi tu es le plus fier, etc. Bah, si tu dis que tu as fait un 2x3 ou un 2x4, je sais pas, en squat à 80, etc., et bah, il saura lui-même juger à peu près où tu te situes. Exactement. T'as pas Et besoin de dire, de faire des IRM tous les 4 matins, quoi. Et alors, donc, les coachs qui disent bon, bah, ce que tu vas faire, tu vas tester tous les 1RM avant qu'on commence le coaching. Mais tu sais que ça se fait même en. Mais oui, Enfin, tu sais que ça se fait. moi, Tu je sais me que ça se fait. rappelle en BP, donc en musculation plutôt classique, on avait un prof. Bon, il était très gentil, hein, ce prof. Et Ne en lui arrive fait, pas de ses qualités, ouais. en, en début d'année, les mecs, bon, il y avait des exos qu'ils avaient jamais fait. Bon, bah, les gars, on va tester vos 1RM, quoi. Et bon, ça reste de la musculation, mais je dirais que c'est aussi dangereux en réalité, parce que le street lifting, c'est de la musculation aussi. Et, et moi, ça me fait rire que tu dis ça, parce que, en fait, c'est tellement la base. Mais je pense qu'il y en a, je pense qu'ils oublient un petit peu trop ça. Mais après, moi je pense que c'est la vieille école aussi qui veut ça. C'est-à-dire que Oui, moi en STAPS, quand j'étais en L2, on m'a aussi appris que il fallait tester tes athlètes. Mais on te dit pas. Le problème c'est que l'école te. Peu importe que si tu fais STAPS, BP, un CQP, c'est pas ça le problème. C'est que les gens qui t'enseignent ça sont un peu de l'école, de la vieille école test d'entrée type TEP, etc., où on te juge par rapport à ta performance unique d'une répétition. Et en fait, on te dit pas quand tester, enfin, on te dit quand tester dans la saison, quoi. Peu importe ce que tu fais encore comme diplôme, on te dit quand tester dans la saison, mais quand tu connais pas un joueur, qu'est-ce que tu testes? C'est ça, on te dit pas ça. Alors si on te dit les tests de mobilité, les tests de douleur, machin, mais les tests de niveau, quand tu connais pas quelqu'un, bah tu le regardes, quoi. C'est entre guillemets ce qu'ils te disent, quoi. Genre, bah regarde, fais-lui un RM, d'accord, ok, bienvenue à l'école, un RM. Alors que tu vas flinguer quelqu'un comme ça, quoi. Mm. Tu vas flinguer les gens. Euh, j'ai une petite question et je pense qu'on finira là-dessus sur un truc un petit peu plus général et d'actualité. Parce que toi aussi, tu es assez impliqué dans tout ça. Euh, Là, c'est la rentrée. Il y a beaucoup de compétitions là qui vont venir, donc il y en a 9 à l'heure où on Mm. parle, là très précisément en France, de tout niveau jusqu'à la fin de l'année.
Après, au début de l'année 2025, il y a déjà 3 compétitions qui sont prévues dans le Grand Ouest d'ampleur régionale. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui vont apparaître. Euh, Qu'est-ce que tu penses un peu parce que j'avais une discussion tout à l'heure avec Gigi. Gigi, si tu nous écoutes, gros bisous à toi, frérot. Et en fait, on était en train de parler de ça et on disait que, parce que ça, c'est un petit constat qu'on a, c'est que, bon, bah voilà, on a l'impression que là, il y a eu l'été, que les gens sont un petit peu moins hype. Je dirais même qu'il y a une tendance un petit peu, même avant ça, de baisse, de manque d'adhérence un petit peu avec le street lifting. On voit aussi également des athlètes qui arrêtent un petit peu trop tôt ou qui se redirigent un petit peu trop tôt aussi peut-être. Des choses comme ça. Et pour faire le lien avec les compétitions, bah là du coup il y a beaucoup de compétitions. Il y en a jamais eu autant sur un laps de temps, sur ce laps de temps. Qu'est-ce que tu penses globalement de tout ça? Peut-être les axes aussi d'amélioration, et c'est une question que je pose souvent aux invités parce que moi aussi je veux recueillir les avis parce que vous avez tous des visions différentes et peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas compris ou que il manque des éléments, tu vois. Et toi, comment tu vois les choses? Moi, je suis très heureuse de voir autant de compétitions arriver et des compétitions qui plus est qui ne demandent pas forcément de minima quoi. C'est-à-dire que tu peux y aller avec ton muscle up à 0,25, que tu sois un garçon ou une fille. Tu peux y aller avec ta petite traction, avec ton sac à dos, quoi. Tu y vas et tu vas pour te faire plaisir, quoi. Non, mais c'est ça qui manque aussi en France, tu vois, c'est que on te parle depuis 2 3 ans de championnat élite, maintenant on te parle de championnat espoir, on te parle de dips only, championnat de France, muscle up dips only, mais tu as toujours la notion participer à un championnat de France, quoi. Mm. Et moi, je trouve que c'est bien que les gens puissent faire leur petit bout de chemin en se disant, bah moi j'ai participé à la première édition de celle-ci, où j'ai participé et j'ai pu faire un total en compétition. Parce que c'est vrai que pour le moment, c'est assez élitiste et c'est assez réservé. Puis le nombre de places ne permet pas à tout le monde d'être pris, même aux personnes qui ont un très très bon niveau. Donc c'est vrai que ça ouvre vraiment le champ des possibles pour les athlètes qui rêvaient de faire un total en compétition. Bah, ça peut se réaliser plus vite que prévu. Et c'est vrai que ça ouvre aussi la porte à potentiellement faire des qualifications pour les championnats de France comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que faire des compétitions direct France avec des qualifications par le biais d'un total qui est préenregistré, ça peut pousser à la fraude ou ça a poussé à la fraude, j'en sais rien. Là, au moins, tu as un total qui est enregistré, quoi. C'est-à-dire que tu vas arriver sur la plateforme, tu auras ton total qui aura été réalisé à une compétition qualificative et la place de personne ne pourra dire j'ai pas mérité ma place, quoi. Même si actuellement les totaux qui ont fait sont là, mais je pense qu'il est déjà arrivé de dire maintenant avec FNSL il me faut tel ou tel minima de compétition, sauf qu'en fait tu te retrouves à faire in extremis pré-compétition mais à intensité compétitive pour en fait t'assurer une qualif et en fait t'arrives à la compétition, t'es mort, quoi. Parce que tu as voulu jouer les minima et tu n'es même plus capable maintenant de rentrer dans les minima une fois que tu as fait ton total à la compétition. Et ça, pour le coup, je trouve ça triste, quoi. Je trouve ça triste parce que Mhm. du coup, tu laisses pas forcément la place à des athlètes qui, eux, avaient les minima ric-rac et qui pourtant les passaient. Et en avançant dans leur dernier cycle et dans leur dernier bloc, ils auraient pu sortir un truc bien plus haut, tu vois, faire des PR, etc. Donc je pense que Mm. c'est vraiment l'avenir de la compétition qui se dessine là et ça va prendre un autre tournant. Enfin, je l'espère, moi c'est comme ça que je le vois. Pouvoir faire des qualifs, pouvoir faire des qualifications un peu partout en France avec des compétitions comme ça où t'as pas besoin de minima, t'y vas avec ta baguette et ton couteau, ta ceinture et ton couteau, ta ceinture et ton mousqueton. Et t'y vas et tu te fais plaisir. Si t'as pas envie de te qualifier pour les France, bah t'as fait ton total. Et si t'y vas pour te faire qualifier pour les France, bah tu joues ta qualif
Après, voilà quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. Ouais, intéressant. Bah, de toute façon, je te rejoins vachement. Je pense que c'est ce qui manque principalement actuellement pour redonner un petit peu d'élan au street lifting et puis à tout ça et encourager les gens surtout à rentrer dans le cycle quoi, Ouais, ouais, carrément. des compétitions. Donc, ok, bah super. Et après, Toi, si tu juste. parlais au niveau. Je te coupe Oui, 2 minutes, mais si tu. vas-y. Si, on oublie assez souvent que ce qui fait vivre une fédé et ce qui fera Hmm. vivre, je l'espère, là, parce que pour FNSL, ça a le nom fédération, mais moi, j'oublie pas que ça a un statut d'association, quoi. Euh, Ce qui fera vivre, j'espère, la fédération déléguée du coup du ministère, un jour, j'espère, ministère des Sports, ce qui fait vivre une fédération, c'est pas le haut niveau, hein, c'est vraiment les niveaux de tous les jours, Hmm. quoi. C'est les gens Ouais, que tu vois à la salle faire une traction à 20 kilos, qui sont contents, c'est ces gens-là qui feront vivre la ouais. fédération et qui iront faire les compétitions de toutes les régions. Parce que le haut Hmm. niveau, bah, c'est pas bien qu'ils y aillent pas, tu vois, parce que ça te donne de la visibilité à la compétition à l'instant T. C'est très bien, ça ramène du monde, justement, quand tu as un haut niveau qui dit moi j'y vais, les gens sont contents de voir des belles perfs en vrai, ils sont heureux. Mais après, in fine, ceux qui sont dans la KT, bah, ils se disent bah, je suis deuxième, mais dans ma tête, je suis premier parce qu'il y a un tel, je suis deuxième parce qu'il y a un tel. Mais il faut Hmm. que, pour le moment, on a besoin des hauts niveaux qui puissent démocratiser ces compétitions, ou au moins y aller en tant que visiteur ou juge pour pouvoir ramener du monde. Mais c'est vrai que, in fine, ceux qui feront vivre par le biais de prise de licence ou d'adhésion à une compétition ou quoi, ce seront eux qui feront vivre le monde du street, quoi. Ouais, ouais, bah totalement d'accord avec toi, Marie. Nickel. Bah, je pense qu'on arrive à la fin du podcast. C'était hyper intéressant. J'ai pas vu le temps passer. Bah, moi Donc, non plus. Marie, de toute façon, on va se refaire un podcast ensemble prochainement. J'ai encore plein de questions. Avec Et puis, plaisir. de toute façon, on se voit le mois prochain, donc le 12-13 octobre à Nantes pour les championnats de France Espoir FNSL. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marie? Alors, j'ai des choses qui sont en préparation, je peux pas trop divulguer. Ouh là Mais sinon, là! ah ouais, l'école est finie, il faut bien se sortir un peu les doigts, hein, mais non, non, en fait, du coup, le projet est double, à la fois dans le monde à part du street et à la fois dans le street. Mais sinon, mon Instagram, c'est Marie Montari avec 2 i à Marie. Voilà, où je poste Ok, quelques entraînements, je republie les entraînements de mes élèves. Bientôt, j'espère que je pourrai prendre un peu la parole sur la programmation et la charge d'entraînement, parce que ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne, que j'ai étudié depuis ma L3 et où on m'a donné goût aux chiffres dans le sport et dans la science. Donc, j'espère que je pourrai en apporter un peu plus de ce point de vue-là. Et super. sinon, la Team Butcher arrive prochainement. Ok, bah trop hâte de voir ce que tu vas nous pondre. Et donc rejoignez-la sur Instagram. Super, bah du coup ouais, on se revoit bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, bah déjà merci. Et puis bah vous pouvez lâcher un commentaire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils mettent comme emoji, Marie là, si ils arrivent à 1h04 de vidéo? 1h04, oh la vache, ça passe vite. Un petit diablotin, les petits diables tout rouges là. Ok, bah vous mettez ça en commentaire du coup si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Nous on vous remercie, on vous dit donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous, salut Marie. Salut!